Quand je suis arrivé sur le parking du chalet, notre lieu de prédilection pour les grandes réunions de famille, les seuls sons que j'entendais étaient les oiseaux et le doux crissement du gravier sous mes bottes. Pas de rire, pas de valise traînée, pas le son de ma femme, Émilie, criant sur les enfants parce qu'ils avaient oublié quelque chose, juste le silence. Puis je les ai vus, 5 enfants assis sur un banc en bois près de l'entrée du chalet. Mes nièces et neveux, tous âgés de moins de 10 ans, l'air confus, effrayés, l'une des filles en pleurs. J'ai balayé le parking du regard. Pas de voiture, pas d'adulte. J'ai sorti mon téléphone et appelé Émilie. Directement sur la messagerie vocale, encore une fois. Puis encore, rien. C'est là que je l'ai vue. L'objet de l'email, heure de la Corse. C'était d'elle. Le corps du message s'est gravé dans mon cerveau. Salut chérie, ne panique pas, Rachel et moi avions besoin de ça. Tu dis toujours que tu veux te rendre utile, alors voici ta chance. Nous partons en Corse pour une semaine. Occupe-toi des enfants. Ils sont déjà au chalet. La nourriture est dans la glacière. Ne gâche pas tout. Cœur rouge. Émilie. Je suis resté là, planté. Le vent semblait avoir des dents. Rachel, sa sœur, également mère de 3 enfants. Elles avaient laissé les 5 enfants ici. Sans prévenir, sans un appel. Juste déposé comme si j'étais un babysitter et elles s'étaient évaporées pour des vacances à la plage. Et puis, cœur rouge. C'était le dernier coup de poignard. J'aurais dû l'appeler, crier, pleurer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai appelé l'aide sociale à l'enfance. Froid, peut-être, mais je n'allais pas jouer au papa pour 5 enfants abandonnés pendant que leur mère sirotait des cocktails en bikini. J'ai donné l'adresse à l'ASE, tout expliqué et attendu avec les enfants jusqu'à leur arrivée. L'assistante sociale était choquée. Elles les ont juste laissés ici, a-t-elle demandé. J'ai simplement hoché la tête. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Je fixais le plafond dans ce chalet froid et vide, l'odeur de pain et de trahison épaisse dans l'air. J'ai tout repassé en boucle. Ces sautes d'humeur des derniers mois, les commentaires désobligeants, la nuit où elle avait travaillé tard et était rentrée sentant une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Je pensais qu'elle était juste stressée, fatiguée, peut-être dépassée par son rôle de mère. Mais ça, c'était autre chose. C'était une femme qui n'était pas seulement tombée en désamour. Elle avait creusé un trou, enterré le mariage et dansé sur la tombe. Et je ne savais même pas pourquoi. Au matin, j'avais pris une décision difficile. J'ai bloqué son numéro. J'ai supprimé nos comptes joints. J'ai même désactivé le système de sécurité du chalet depuis mon téléphone. Si elle voulait jouer à la dure, je pouvais être encore plus dur. Puis j'ai acheté un billet de retour pour la maison, seul. Mais cette histoire ne se termine pas là. Loin de là. 3 jours plus tard, je me suis rendu à l'aéroport, pas pour aller la chercher. Sûrement pas. Mais pour voir quelque chose par moi-même. Je me suis posté près de la porte des arrivées. Son vol en provenance d'Ajaccio a atterri à 16h23. Elle est sortie en se pavanant avec Rachel comme si elles étaient des stars de la télé-réalité. Bronzée, rieuse, traînant des bagages hors de prix, portant des débardeurs assortis, tête de mort. Je ne les ai pas approchées. Pas encore. Elles se sont arrêtées quand elles n'ont vu personne les attendre. Émilie a sorti son téléphone et a composé un numéro. J'ai laissé sonner. Elle a réessayé. Rien. Elle a finalement ouvert ses emails. Je sais exactement à quel moment c'est arrivé. Sa mâchoire s'est crispée. Sa posture s'est raidie, car je ne lui avais renvoyé qu'une seule ligne. J'ai appelé l'ASE. Tu les as abandonnés. J'ai coupé le contact. Tu es morte pour moi. Elle a laissé tomber son téléphone. Rachel a eu un hoquet de surprise. Il a fait quoi? Émilie est restée là, clignant des yeux comme si elle essayait de charger une réalité qui n'existait plus. Et à ce moment précis, je l'ai vu. Le regret. Mais pas pour ce qu'elle avait fait, seulement pour s'être fait prendre. Pour elle, je n'étais pas un mari. J'étais une ressource, un personnage secondaire dans son petit fantasme, je le mérite bien. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas à propos de vacances. Ce n'était pas une dépression. C'était une liaison. Les signes étaient là depuis des mois. Maintenant, ils me hurlaient au visage.
Les vêtements qu'elle achetait juste pour elle. Les textos qu'elle cachait. Les séances de sport impromptues à 22 heures. Même ce sourire en coin qu'elle m'avait fait en disant que j'étais trop fatigué pour m'amuser ces derniers temps. Tout s'est soudainement emboîté. Elle n'était pas seulement partie en Corse. Elle s'était échappée pour une semaine de communion spirituelle avec quelqu'un d'autre. Probablement un barman de l'île ou un coach personnel. Peut-être quelqu'un qu'elle avait rencontré avant le voyage. Et le pire, c'est que je lui faisais confiance. Je croyais en elle. J'avais construit une vie avec elle. Maintenant, il ne me restait que des cendres. Mais ce n'était pas fini. Vint ensuite la découverte, toute la vérité. Et je n'allais pas laisser cette vérité rester enfouie sous les pins parasols et les mojitos. J'ai passé les 2 jours suivants à creuser. Pas parce que j'avais besoin de plus de preuves. Mon instinct avait déjà confirmé ce que mon cœur refusait d'accepter, mais parce que je voulais savoir qui il était. L'homme qui avait poussé ma femme à me regarder dans les yeux, à mentir avec ses dents parfaites et à s'envoler vers le paradis en me jetant 5 enfants sur les bras comme des sacs poubelles. J'ai vérifié notre cloud partagé. Elle avait oublié de se déconnecter. Typique d'Emily. Intelligente quand il s'agit de manipulation, stupide quand il s'agit des détails. En quelques minutes, j'avais toute sa pellicule photo. Au début, c'était ce à quoi on pouvait s'attendre, photos de plage, selfies au bord de la piscine, verre avec des parapluies. Mais ensuite, je l'ai vu. Lui. Un type d'environ 10 ans de moins que moi, musclé, bronzé, portant un de mes vieux t-shirts de l'équipe de basket de la fac, celui qu'elle disait avoir jeté parce qu'il était trop usé. Il n'était pas sur une seule photo. Il était sur toutes, lui tenant la taille, l'embrassant sur la joue, lui murmurant à l'oreille pendant qu'elle souriait comme la femme la plus heureuse du monde. Elle avait eu une véritable romance de vacances alors qu'elle était mariée, et elle avait emmené sa satanée sœur pour couvrir l'histoire. Je suis resté assis là pendant 10 minutes, figé, pendant que les photos défilaient devant moi. Puis j'ai ouvert ses textos. C'était pire. Emily, j'ai hâte d'être à ce soir. J'espère que ta chambre sent toujours la noix de coco et le péché. Clin d'œil. Lui. Tu es fou. Tu as dit que ton mari gardait les enfants. Emily. C'est une mauviette. Il est probablement reconnaissant que je ne le harcèle pas, cette phrase. Celle-là. Elle a brisé quelque chose en moi. Je l'avais toujours défendue. Même quand mon frère disait qu'elle dégageait des ondes de narcissique hollywoodienne. Même quand ma mère disait qu'elle avait remarqué qu'Emily me traitait comme un gamin turbulent. Même quand mes amis avaient arrêté de nous inviter parce qu'elle ramenait tout à elle. Je l'avais défendue. Je croyais que l'amour suffisait. Que la loyauté suffisait. Il s'avère que la loyauté n'est qu'une faiblesse pour les gens comme elle. Elle ne m'aimait pas. Elle m'utilisait pour l'argent, pour le confort, pour un foyer sûr pendant qu'elle jouait à des fantasmes avec un rat de salle de sport rencontré en ligne. J'ai continué à faire défiler, ne sachant pas si je voulais vomir ou crier. Et puis j'ai vu la date sur l'un des selfies, 3 semaines avant le voyage en Corse. Le même gars, le même sourire narquois, la même chambre d'hôtel. Elle était avec lui depuis au moins 1 mois. Et je n'avais même pas remarqué. Ou peut-être que si, mais j'avais trop peur de l'appeler par son nom. Trop désespéré pour croire que la personne que j'aimais pouvait être aussi sans cœur. Mais elle l'était. Elle l'était vraiment, vraiment. Je n'ai pas pleuré. J'aurais aimé. Au lieu de ça, je suis resté assis là, avec une sorte de calme malsain. Le genre de calme qui ne vient qu'avant la tempête. Pas pour la vengeance. Pas encore. J'avais besoin de tourner la page d'abord. Je l'ai appelée. Elle a décroché. L'air enjoué. Salut, j'allais justement t'appeler. La connexion a été horrible. Tu n'imagines pas, je l'ai coupé. Emily, qui est-il? Silence. J'ai entendu sa respiration changer. Panique. Elle savait. J'ai vu les photos, les textos, l'hôtel. Toujours le silence. Puis la pire chose qu'elle aurait pu dire. Ce n'est pas ce que tu penses. Cette phrase, le script que tous les menteurs dégainent comme un gilet de sauvetage dans l'océan de leurs propres ordures. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ça, ai-je dit. Tu as largué 5 enfants, traversé la mer avec ta sœur pour te mettre en ménage avec un type qui porte mes vêtements,
et tu pensais que j'allais rester assis là et hocher la tête comme un idiot. Elle a finalement parlé, et sa voix est passée de douce à tranchante en un instant. Oh, allez, David. Tu es ennuyeux depuis des mois. Tu ne me touches pas. Tu ne me surprends pas. Tu es comme une boîte en carton avec des jambes. Et j'avais besoin de me sentir vivante à nouveau. Ce n'est pas un crime. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a ajouté, tu devrais me remercier. Si je n'étais pas parti, tu serais toujours coincé dans cette triste petite routine, à prétendre que c'était suffisant. J'ai failli rire. Le gaslighting était si parfait qu'il méritait un César. Au lieu de cela, j'ai dit, je t'ai déjà remercié. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appelé l'ASE. Tes enfants sont en garde à vue. Tu fais l'objet d'une enquête pour abandon. Et quand tu atterriras, ne viens pas me chercher. C'est fini entre nous. Elle a crié quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans mon salon, à fixer l'endroit vide sur le mur où se trouvait notre photo de mariage. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Mais ça n'allait pas durer, car quand elle a atterri, elle n'a pas disparu. Elle est venue me chercher. Et elle n'est pas venue seule. On a frappé à 22h42. Pas un texto, pas un appel, un vrai coup à la porte. En colère, désespéré, le genre qui exige l'attention. Je savais que c'était elle avant même de me lever du canapé. Je n'ai pas regardé par le Judas. Je n'en avais pas besoin. J'ai ouvert la porte et elle était là, Émilie. Ses cheveux encore bouclés de la plage, le maquillage coulant comme si elle avait pleuré, ou peut-être qu'elle s'en fichait. Rachel se tenait derrière elle, les bras croisés, le téléphone à la main comme si elle textait déjà un avocat. Aucune d'elles n'a dit un mot au début. Puis Émilie est entrée sans demander, me frôlant comme si elle vivait encore ici. Je ne l'ai pas arrêtée. Je l'ai juste suivie. Elle s'est retournée dans la cuisine. Tu es fou, a-t-elle sifflé. Tu as appelé l'ASE. Tu les as appelés contre ta propre famille. J'ai croisé les bras. Ce ne sont pas mes enfants, Émilie. Tu me les as balancés comme des ordures. Tu as disparu pendant une semaine pour coucher avec ton gigolo. Et maintenant tu es en colère que je n'ai pas joué le jeu, Rachel est intervenue depuis le couloir. Tu n'as même pas essayé de nous parler d'abord. Parce qu'il n'y avait rien à dire, ai-je claqué. Vous avez laissé 5 enfants seuls dans un chalet sans prévenir. Si je n'étais pas arrivé, quoi alors? Ils étaient juste censés se débrouiller seuls pendant que vous vous faisiez dorer le derrière sur la Côte d'Azur? Émilie a claqué son sac à main sur la table. Ne joue pas les héros. David, tu voulais nous ruiner. Tu attendais ce moment. Non, ai-je dit, j'attendais la vérité. Je ne pensais juste pas qu'elle sentirait le rhum et la crème solaire. Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. C'était des vacances. Les gens ont besoin d'espace. Les couples font ça tout le temps. Les couples ne traversent pas le monde pour se frotter à des inconnus en prétendant que leurs maris sont morts. Maintenant, elle avait l'air furieuse. Pas coupable. Même pas embarrassée. Juste agacée. Tu sais quoi, dit-elle en s'approchant, ce vieux venin dans la voix. Je n'aurais jamais pensé que tu serais ce genre de type. Petit, vindicatif, appelant les flics comme un ex-amer. Tu m'as trompé, ai-je dit calmement. Et tu as laissé 5 enfants se débrouiller seuls. Ce n'est pas de la vengeance. C'est moi qui en ai fini. Elle a cligné des yeux. Je ne t'ai pas trompé. N'insulte pas mon intelligence. Son visage a changé. Puis, pendant une fraction de seconde, le masque s'est fissuré et en dessous, j'ai vu quelque chose de brut, de laid. D'accord, dit-elle doucement. Je l'ai fait, mais tu m'as facilité la tâche. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et pour la première fois, j'ai vu qui elle avait toujours été. Pas la femme dont j'étais tombé amoureux. Pas la personne autour de qui j'avais construit une vie. Juste quelqu'un qui prenait et prenait encore. Tu n'es pas désolé, ai-je dit. Elle a secoué la tête. Non, je suis désolé de ne pas être parti plus tôt. C'est là que c'est arrivé. Rachel, silencieuse jusqu'à présent, s'est interposée entre nous. D'accord, ça suffit.
Vous avez tous les deux dit ce que vous aviez à dire. Réglons ça comme des adultes. Mais je ne jouais plus à ce jeu. Il n'y a rien à régler. Vous avez 5 enfants placés à l'ASE. L'État enquête. Vous êtes seul. Rachel a pâli. Attends, je n'ai pas laissé mes enfants. C'est elle. J'aidais juste. Vous êtes toutes les deux sur la liste. Toutes les deux responsables. Ils savent tout. La voix d'Émilie s'est brisée. David, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Pas à moi. Pas aux enfants. Les enfants seront mieux avec quelqu'un qui s'en soucie, ai-je dit. Tu as fait ton choix. Tu n'as pas le droit de pleurer maintenant. Puis je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Aucune d'elles n'a bougé. Dehors. Rachel est partie la première, abasourdie. Émilie a suivi mais s'est arrêtée dans l'embrasure. Tu penses que c'est la fin, a-t-elle murmuré. Tu penses que tu seras heureux maintenant? Je n'ai pas bronché. Non, mais au moins, je serai libre. Elle est partie dans la nuit, ses talons claquant sur le béton comme les échos mourants d'une promesse brisée. J'ai verrouillé la porte derrière elle. Cette nuit-là, je me suis versé un verre. Pas pour célébrer, ni même pour m'anesthésier, mais pour marquer le moment. Le moment où j'ai cessé d'être son ombre et où j'ai recommencé à devenir un homme. Le lendemain matin, je me suis réveillé comme si j'avais été heurté par un camion. Pas à cause du cognac, bien que cela n'ait certainement pas aidé, mais parce que le silence dans la maison était plus assourdissant que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Il n'y avait pas de bruit de pas de parfum dans l'air, pas de toast à moitié brûlé dans l'évier, juste le vide. Je me suis assis sur le bord du lit, fixant l'endroit où elle dormait. Une seconde, j'ai attrapé mon téléphone. Une partie de moi était encore programmée pour vérifier si elle avait envoyé un texto, si elle s'était peut-être excusée, suppliée, dit que tout était une erreur. Mais non, il n'y avait rien. Alors, j'ai fait la seule chose qui avait du sens. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé, pas pour aller au travail, pas dans un bar. J'ai conduit jusqu'à sa salle de sport. Je sais, ça semble fou, mais ce type sur les photos, celui avec le visage suffisant et mon t-shirt, il y travaillait. J'avais trouvé son nom dans son téléphone, Julien Coach. La façon dont elle l'avait enregistré m'a donné envie d'arracher le volant. Quand je suis entré, je l'ai repéré tout de suite. Julien, tout en abdos et en tatouage, et cette fausse confiance qui ne vient que lorsqu'on couche avec la femme d'un autre. Il ne m'a pas reconnu au début. Je suis resté là, à le regarder flirter avec une cliente. Ce même sourire suffisant plaqué sur son visage comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre, jusqu'à ce que je dise son nom. Julien. Il s'est retourné. Ouais. Tu as besoin d'un coach ou, je ne l'ai pas laissé finir. Je lui ai mis un coup de poing en pleine bouche. Le son que ça a fait. Mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. Le craquement des phalanges sur la mâchoire. La façon dont sa tête a basculé en arrière. La salle de sport est devenue silencieuse. Quelques personnes ont crié. Il a trébuché, saignant de la lèvre, me fixant avec une incrédulité totale. C'est quoi ton problème, mec? Tu portais mon t-shirt, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu portais mon t-shirt pendant que tu baisais ma femme. Ce t-shirt était à moi. Je m'attendais à ce qu'il riposte, peut-être qu'il lance un coup de poing. Mais il ne l'a pas fait. Il est juste resté là, hébété. Elle ne m'a pas dit qu'elle était mariée, a-t-il marmonné. Connerie. Je le jure. Elle a dit que vous étiez séparés. Que tu t'en fichais. Que tu ne l'avais pas touché depuis des mois. Mon poing s'est à nouveau serré, mais je n'ai pas frappé, car il avait l'air vraiment confus. Stupide, bien sûr, mais pas menteur. Et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Elle nous avait manipulés tous les deux. Je me suis retourné pour partir, mais pas avant de lâcher une dernière vérité. Elle t'a utilisé comme elle m'a utilisé. Bonne chance quand elle en aura marre de toi aussi. Il n'a pas répondu. Je suis sorti. De retour à la maison, j'ai emballé tout ce qui me rappelait elle. Les photos, le stupide panneau, Carpe Diem, qu'elle avait insisté pour acheter. Les verres à vin de notre lune de miel. J'ai tout jeté dans des cartons, je les ai scotchés et je les ai laissés sur le porche. Quelques heures plus tard,
elle a texté, j'ai vu ce que tu as fait. Tu as agressé quelqu'un, David. C'est ce que tu es maintenant. Je n'ai pas répondu. Puis un autre. Tu penses que ça fait de toi le bon gars? Ce n'est pas le cas. Tu es amer et peu sûr de toi et c'est pour ça que je suis parti. Toujours rien. Puis elle a appelé. J'ai laissé sonner, encore et encore. Finalement, elle a laissé un message vocal. Sa voix était tremblante. Moins de venin. Plus de désespoir. David, s'il te plaît. Je ne voulais pas que les choses aillent si mal. Je voulais juste ressentir quelque chose à nouveau. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment après ça. Ces mots résonnant dans ma tête. Je voulais juste ressentir quelque chose. C'est ça, le truc. Les gens comme elle ne veulent pas d'amour. Ils veulent le chaos, les feux d'artifice, le mouvement constant. Et quand la vie devient trop stable, trop réelle, ils brûlent tout juste pour sentir à nouveau la chaleur. Je n'allais plus faire partie de cet incendie. Alors je lui ai texté 2 mots. Ça a aidé. Puis je l'ai bloqué à nouveau, et cette fois, c'est resté comme ça. Les jours suivants furent un étrange mélange de calme et de chaos. Le genre de calme qui semble retenir son souffle avant que quelque chose n'explose. Le genre de chaos qui n'est pas bruyant, mais qui vit dans votre poitrine, battant comme un second cœur qui ne veut pas se taire. Je n'ai parlé à personne au début. Pas à mes amis, pas à mon frère, même pas à ma mère. Je n'étais pas prêt à entendre les « je te l'avais bien dit » ou pire, la pitié. Ce que j'ai fait à la place, c'est nettoyer. J'ai frotté les sols, jeté la moitié des meubles, lavé chaque foutu drap de la maison comme si cela pouvait effacer la nuit où elle s'était faufilée tard, sentant l'eau de Cologne d'un autre. C'était stupide, mais ça aidait. Puis, le 4e jour, Rachel s'est montrée. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Je l'ai juste regardée à travers le Judas, debout là, avec ses talons et son jean moulant, tenant un sac en papier craft comme si elle livrait des biscuits au lieu de la culpabilité. Finalement, j'ai entrouvert la porte. David, on peut parler? Je ne suis pas intéressé par une thérapie de groupe, Rachel. Je suis venu seul. Je l'ai laissée entrer mais je ne lui ai pas offert de siège. Elle est restée dans la cuisine, regardant la maison comme si c'était une scène de crime. Peut-être que c'en était une. Je ne savais pas qu'elle trompait, a-t-elle commencé. J'ai haussé un sourcil. Je ne savais pas, a-t-elle insisté. Je savais qu'elle était en pleine dérive, qu'elle buvait plus, qu'elle devenait amère, mais je n'ai su pour Julien qu'une fois arrivé en Corse. Elle me l'a dit le 2e jour. Et tu es resté. Rachel a hésité. Elle a dit qu'elle allait te quitter de toute façon. Que c'était fini. J'ai pensé que c'était peut-être pour le mieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bien sûr. Parce que larguer 5 enfants dans les bois pour aller s'amuser sur une île, ça ressemble à un plan d'évasion bien pensé. Elle m'a dit que tu étais froid, a dit Rachel. Que tu ne l'avais pas touché depuis des mois. Qu'elle s'endormait en pleurant. Elle a menti. Je le sais maintenant. Elle a baissé les yeux, se mordant la lèvre comme si elle avait plus à dire. Et c'était le cas. Elle est enceinte. L'air a quitté mes poumons si vite que j'ai dû m'appuyer contre le comptoir. Répète ça. Elle est enceinte, a répété Rachel, plus doucement. Elle l'a découvert juste avant le voyage. Elle ne sait pas qui est le père. Mon monde a basculé. J'ai fixé Rachel, essayant de trouver un signe qu'elle se moquait de moi. Qu'elle essayait de me faire réagir. D'essayer de me briser un peu plus. Mais son visage était pâle. Sa voix tremblait. Elle m'a dit de te le dire. Elle ne pouvait pas le faire elle-même. Oh, elle le pouvait, ai-je marmonné. Elle ne voulait juste pas affronter mon regard quand elle le ferait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bougé. Je suis juste resté là, figé sur place, alors que tout le poids de sa trahison s'abattait à nouveau sur moi, plus fort cette fois. Elle portait peut-être l'enfant d'un autre homme. Et elle voulait que je l'élève. Probablement pour le transformer en un conte de fées où nous aurions réussi à faire fonctionner les choses. Tout en cachant la vérité sous des couches de mensonges et de séances de thérapie. Je n'allais pas être ce type-là. Rachel est partie après ça.
Silencieusement. Elle n'a pas demandé pardon. Elle savait qu'il ne fallait pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai sorti l'album photo de notre mariage. La voilà, Émilie, rayonnante dans sa robe, me tenant la main comme si cela signifiait quelque chose. J'ai arraché les photos une par une. Pas avec colère, pas dans une rage digne d'un film dramatique, juste lentement, méthodiquement, comme si j'enlevais un poison. Puis je les ai brûlées dans l'évier, une par une. Les flammes crépitaient, courbaient les bords, transformaient son sourire en cendres, et je regardais, laissant chaque mensonge fondre dans le feu. Ça n'a rien arrangé, mais c'était un début. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur de fumée qui flottait encore dans l'air. Faible, mais suffisante pour me rappeler ce que j'avais fait la nuit précédente. Les photos de mariage, notre journée spéciale, comme elle l'appelait à chaque foutu anniversaire, n'étaient plus que des cendres. C'est drôle comme quelque chose qui semblait autrefois être le fondement d'une vie pouvait partir en fumée en 15 minutes avec un briquet et un évier en acier inoxydable. J'ai vérifié mon téléphone, m'attendant au silence. Au lieu de cela, j'avais 27 nouveaux messages d'Émilie. Tous envoyés après minuit. Les premiers étaient agressifs. Tu n'as pas le droit de m'ignorer. Je suis toujours ta femme. Tu te comportes comme un enfant. Grandis. Si tu continues à me bloquer, je vais débarquer et ça ne va pas te plaire. Puis ils ont changé. J'ai peur. Le bébé est peut-être à toi. S'il te plaît, David. Je suis tellement confuse. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne ressentais rien. Au contraire. Je ressentais trop de choses. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, les laissant m'empoisonner lentement. Elle était en train de s'effondrer, désespérée, et une partie de moi voulait crier, accuser, lui cracher tout ce qu'il me restait au visage. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai posé le téléphone et je me suis versé un café à la place. Vers midi, j'ai appelé mon avocat. Je n'ai pas demandé de conseil. J'ai donné des instructions. Je veux que les papiers du divorce soient envoyés cette semaine. Je me fiche de ses excuses. C'est fini. Il m'a demandé si j'étais sûr. Je suis plus que sûr, ai-je dit. Je suis vidé. Après ça, j'ai conduit jusqu'au lac. Pas pour la paix, pas pour la clarté, juste pour ressentir quelque chose de réel. Le vent, l'eau froide, le silence, quelque chose qui ne me mentait pas et n'exigeait rien. Juste la nature. La vérité dans sa forme la plus pure. Je suis resté assis sur le ponton pendant 1 heure. Pas de musique, pas de téléphone, juste des pensées. J'ai pensé à la première fois où j'ai rencontré Émilie dans un bar du centre-ville. Elle avait renversé un verre sur mon jean et avait ri comme si c'était la chose la plus charmante du monde. J'ai pensé à notre lune de miel, comment elle avait pleuré à l'aéroport parce qu'elle ne voulait pas que ça se termine. J'ai pensé à la façon dont elle dormait sur ma poitrine et disait « Promets-moi que tu ne me quitteras jamais ». J'aurais dû réaliser alors à quel point elle avait peur d'être seule. Pas parce qu'elle m'aimait, mais parce qu'elle avait besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un pour porter le poids émotionnel pendant qu'elle flottait de frisson en frisson, prétendant que c'était de l'amour. Et maintenant, elle s'accrochait au dernier fils de notre mariage parce qu'il s'effondrait entre ses mains. Au moment où je suis rentré dans la maison, la sonnette a retenti. Je n'ai même pas eu à demander. Émilie se tenait là. Pas de maquillage, les cheveux en désordre, les yeux injectés de sang. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis la nuit où elle était partie en Corse. « Je ne suis pas là pour me battre », a-t-elle dit, la voix brisée. Tant mieux. Je suis trop fatiguée pour gagner à nouveau. Elle a eu un faible rire, comme si elle pensait que cette phrase pourrait m'adoucir. Ce ne fut pas le cas. Je ne sais pas ce que je fais, a-t-elle admis. Tout est fichu. J'ai tout gâché. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Ouais, c'est vrai. Je ne veux pas que ce soit comme ça, a-t-elle murmuré. Je veux arranger les choses. Il n'y a plus rien à arranger. Elle s'est approchée. Et si le bébé est à toi? Et s'il ne l'est pas? Silence. Je t'aime encore, a-t-elle dit, à peine audible. Tu aimes l'idée de moi, ai-je répondu. Tu aimes l'homme qui nettoyait derrière toi. Qui payait les factures, qui te donnait l'air stable pendant que tu détruisais tout dans mon dos. Ce n'est pas vrai. Si.
Et le pire, c'est que j'ai laissé faire. Je le savais au fond de moi. J'ai toujours su ce que tu étais. Je ne voulais juste pas y croire. Elle s'est mise à pleurer. Je suis désolé. Je sais. Elle a tendu la main vers la mienne. Je ne l'ai pas laissé la prendre. Rentre chez toi, Émilie. Je n'en ai plus. Ce n'est pas mon problème. J'ai fermé la porte. Cette fois, je l'ai verrouillée pour de bon. Quelques jours passèrent. Plus de textos. Plus d'appels. Juste le silence. Au début, c'était comme se tenir au milieu des décombres après une guerre. Des gravats partout. De la fumée encore dans l'air. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai commencé à me réveiller sans vérifier immédiatement mon téléphone. J'ai arrêté de rejouer les conversations dans ma tête. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pris une bouffée d'air qui ne semblait pas empoisonnée. Puis j'ai reçu les résultats du test de paternité. C'était une enveloppe étrange, clinique, froide. Je suis resté assis à la table pendant 20 minutes avant de l'ouvrir. Mes mains étaient stables. Ça m'a surpris. Je pensais que je tremblerais. Le bébé n'était pas de moi. J'ai fixé cette ligne sur le papier. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai même pas ressenti de soulagement. Je me suis juste senti fini. Complètement, entièrement fini. C'était le dernier fil. La dernière excuse, le dernier, peut-être. Maintenant, il n'y avait plus rien. Plus tard dans la journée, j'ai conduit jusqu'à la maison de sa mère, le seul endroit où je savais qu'Émilie pouvait se trouver. Je n'étais pas là pour la voir. J'étais là pour déposer une boîte de ses affaires que j'avais oubliées dans le garage, un vieux pull qu'elle aimait, quelques livres, une photo encadrée d'elle et de Rachel sur un bateau, faisant semblant d'être des êtres humains. J'ai frappé une fois et je suis parti. En sortant de l'allée, je l'ai vue à travers la fenêtre. Elle se tenait là, tenant la boîte comme si elle était radioactive. Elle n'est pas sortie. Elle n'a pas fait de signe de la main. Nous nous sommes juste regardés à travers la vitre pendant peut-être 5 secondes et c'est tout. Je n'ai pas arrêté de conduire. Les papiers du divorce ont été déposés 2 jours plus tard. Mon avocat a appelé pour dire qu'elle n'avait rien contesté. Pas d'argument, pas de supplication, pas de drame soudain au tribunal, juste une signature, un nom, une fin. Elle savait qu'elle avait perdu. Et honnêtement, je pense qu'elle le voulait. Une semaine s'est écoulée. J'ai recommencé à sortir. Des dîners tranquilles, un verre avec un vieil ami, une promenade en centre-ville juste pour me sentir à nouveau faire partie du monde. Je ne cherchais pas à combler le vide qu'elle avait laissé. J'apprenais à vivre sans l'illusion qu'elle l'avait jamais comblé. Puis un soir, j'ai reçu un message de Rachel. Juste une ligne. Elle déménage en Provence. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Je pensais juste que tu devais savoir. J'ai fixé le message un instant, puis je l'ai supprimé. J'y ai tenu une fois, profondément. J'ai donné à cette femme chaque parcelle de moi-même, même quand elle ne le méritait pas. Je l'ai soutenue quand j'aurais dû fuir. J'ai avalé chaque signal d'alarme, chaque demi-vérité, chaque intuition. Mais plus maintenant. Maintenant je dors toute la nuit. Maintenant, je prépare le petit déjeuner sans l'entendre critiquer ma façon de casser les œufs. Maintenant, je me regarde dans le miroir et je ne vois pas un imbécile. Je vois un homme qui s'est brûlé et qui est sorti du feu plus fort. Pas amer, pas brisé, juste reconstruit. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout ça, c'est que l'amour ne signifie pas rester quand on est en train d'être détruit. Ça ne signifie pas sacrifier son amour-propre pour le bien de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la loyauté. L'amour est honnête. Et ce que nous avions, ce n'était pas de l'amour. C'était de la dépendance déguisée en passion, du contrôle déguisé en charme, des mensonges superposés à la commodité. Mais moi, je ne suis plus pratique. Je suis libre. Quelques mois passèrent. Les saisons changèrent et avec elles, moi aussi. L'air devint plus froid. Les feuilles brûlèrent d'orange et tombèrent, tout comme les derniers morceaux de ce qu'il me restait pour elle. J'ai trouvé une étrange paix dans la routine. Café à 7 heures, salle de sport à 8 heures, travail jusqu'à 18 heures, dîner seul. Calme, tranquille, simple. Personne ne me mentait pendant ces heures.
Ce qui est drôle, c'est que les gens ont commencé à le remarquer. Des amis qui avaient cessé d'appeler pendant l'ère Émilie sont revenus. Mon frère, qui m'avait dit un jour qu'elle lui donnait une mauvaise énergie, m'a invité pour une bière et un match pour la première fois depuis des années. Même ma mère, qui m'avait un jour supplié de ne pas l'épouser, s'est assise en face de moi dans sa cuisine et a dit « Tu m'as manqué ». J'ai réalisé pour la première fois à quel point j'avais été loin. Ce n'était pas seulement la trahison. Ce n'était pas seulement le type à la salle de sport ou les vacances ou l'abandon. C'était la façon dont elle m'érodait chaque jour jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une coquille vide de l'homme que j'étais. Jusqu'à ce que je pense que marcher sur des œufs était normal. Jusqu'à ce que je croie que le silence signifiait la paix. Ce n'était pas la paix. C'était de la soumission. Maintenant, j'avais une paix réelle. Mais elle avait un coup. Certaines nuits, je rêvais encore d'elle. Pas de la vraie Émilie. Celle qui a laissé 5 enfants comme des bagages oubliés et a appelé ça la liberté. Mais la version que je voyais autrefois. La fille en robe d'été. La femme qui m'embrassait sur le pas de la porte avant le travail comme si nous étions une histoire d'amour. Cette version n'a jamais existé. C'était un personnage que j'avais inventé. Un masque qu'elle portait jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. Un après-midi, en nettoyant le grenier, j'ai trouvé une boîte intitulée « Nous ». Photos, billets de cinéma, lettres. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a arrêté. À l'intérieur, j'ai trouvé une carte qu'elle avait écrite pour notre premier anniversaire. Elle avait dessiné des cœurs partout au dos, écrit « J'ai hâte de vieillir avec toi » et inclus cette ligne « Tu me fais sentir en sécurité, comme si je n'avais plus besoin de fuir ». Cette seule phrase m'a frappé de plein fouet, car elle a fui. La responsabilité, la maternité, l'honnêteté, moi. Et j'ai finalement compris que les gens comme Émilie ne veulent pas de sécurité. Ils veulent une évasion. Et quand ils fuient, ils vous en rendent responsable de ne pas avoir suivi. J'ai brûlé cette boîte. Pas de colère cette fois, juste un point final. Une semaine plus tard, j'ai croisé Julien à la station-service. Il avait l'air fatigué. Morne, comme si la liaison n'avait pas tout à fait mené au conte de fées tropicales qu'il imaginait. Il a évité mon regard, a essayé de passer, mais je l'ai arrêté. « Tu portes toujours mon t-shirt » ai-je dit. Il a esquissé un sourire. « Non, mec. » Je l'ai jeté. Je me suis dit qu'il était maudit. Bonne idée. Nous n'avons rien dit d'autre. Nous n'en avions pas besoin. Il s'était fait utiliser aussi. Il n'avait juste pas à vivre avec l'écho de 5 enfants criant sur le porche d'un chalet, demandant où était passée leur mère. Cet écho me frappe encore parfois. Mais maintenant, je le laisse s'estomper, parce que je connais la vérité. Je lui ai survécu, et cela signifie que je peux survivre à tout. Il y a une force qui vient du fait d'être vidé comme ça. D'être traité d'ennuyeux, d'inutile, de sûr, puis de regarder la personne qui l'a dit sombrer dans le chaos pendant que vous reconstruisez votre vie à partir de zéro. C'est une force silencieuse. Le genre dont on ne parle pas sur les réseaux sociaux. Le genre qui n'a pas besoin d'applaudissements. Le genre qui vous fait vous regarder dans le miroir et dire « Tu étais assez ». Elle ne voulait juste pas assez. Elle voulait une évasion. Mais toi, tu es resté. Tu as tenu bon. Et maintenant, enfin, tu avances sans chaîne. 6 mois plus tard, j'étais assis à un café du centre-ville, juste moi, mon café et un livre que j'avais lu une demi-douzaine de fois, mais auquel je revenais sans cesse. Un samedi tranquille. Le genre de journée dont elle se serait plainte. Trop lent, disait-elle. Faisons quelque chose d'excitant. Mais ce jour-là, cette lenteur ressemblait à de la paix. J'ai levé les yeux de ma tasse et j'ai vu une petite fille courir avec son père. Elle a trébuché, s'est écorché le genou, a commencé à pleurer. Il l'a ramassée, lui a embrassé le front, l'a serré contre lui. C'était l'avenir que j'imaginais pour nous. Les enfants, le chaos, l'amour. Maintenant, je ne le pleurais plus. J'appréciais qu'il appartienne à quelqu'un d'autre. Le truc avec la trahison, c'est qu'elle ne se termine pas simplement quand ils partent. Elle persiste. Elle empoisonne l'air pendant un moment, mais finalement, l'air s'éclaircit, le brouillard se lève, et vous arrêtez de poser des questions comme « Pourquoi a-t-elle fait ça ?» ou « N'étais-je pas assez ?» Parce que la réponse est simple. Les gens qui mentent, qui trompent, qui fuient quand les choses deviennent réelles, ils ne veulent pas d'assez.
Ils veulent un fantasme. Et la réalité ne fonctionne pas comme ça. Je n'avais pas besoin qu'elle me donne un point final. J'étais le point final. Chaque choix que j'ai fait depuis le jour où elle a laissé cet email, chaque pas que j'ai fait après avoir vu ses enfants abandonnés, chaque mur que j'ai reconstruit après qu'elle les ait abattus, chaque fois que j'ai choisi moi au lieu de son chaos, c'était la fin de son histoire dans ma vie. Le chapitre final n'était pas ses excuses ou le bébé qui n'était pas le mien ou la signature sur les papiers du divorce. C'était moi, assis dans ce café, sirotant mon café en silence et souriant, vraiment souriant, pour personne d'autre que moi-même. Alors si vous lisez ceci et qu'on vous a menti, qu'on vous a brisé, qu'on vous a fait sentir que vous ne valiez pas l'honnêteté. Souvenez-vous de ceci. Vous survivrez. Pas tout d'un coup. Pas en ligne droite, mais vous le ferez. Un matin tranquille, vous ouvrirez les yeux et réaliserez que son rire, son parfum ou la façon dont elle touchait votre bras quand elle voulait quelque chose ne vous manque pas. Vous réaliserez que la version d'elle que vous aviez construite dans votre tête ne vous manque pas, parce que vous êtes devenu quelqu'un de meilleur que l'homme qui avait besoin d'elle. Et ça, c'est la vraie fin.